régulièrement. Voilà, Voilà. voilà, très bien. Donc, bon, on est très heureux ce soir de recevoir quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est Darian Leader. Alors, inutile de vous le présenter parce qu'il a écrit de très nombreux livres dont la plupart ont été traduits en français. Le plus récent, et ça tombe bien, si tu me corriges, hein, Darian, si je dis une bêtise, c'est Qu'est-ce que cache le sexe chez Albin Michel. Mais je voudrais quand même. La question, il y a eu. Mais il y avait déjà un livre qui faisait écho à la question du genre en 2001, hein, chez Payot. Il y a des livres qui m'ont particulièrement intéressé. Ce que l'art nous empêche de voir, chez Payot, qui était formidable, qui faisait un écho au livre formidable qu'avait écrit d'Ariane sur la Joconde, sur le vol de la Joconde. Il faut absolument que je fasse une chose, c'est que quand même, je coupe tous les micros. Oui, parce que sinon, on va sauter sans arrêt. Euh, juste un instant. Désolé, il faut que je trouve l'endroit où le faire. Pardon, juste un instant. Ah, il vaut mieux retirer le Voilà, bouton et le remettre alors. non, voilà, je désactive tous les sons et si vous voulez parler, vous ouvrez. Voilà, vous le faites. Vous ouvrez votre micro. Donc, je continue. Donc, sur, on a volé la Joconde, c'était sur le vol de la Joconde au Louvre qui avait suscité un engouement incroyable pour venir voir ce tableau absent. Euh, voilà, il y a un livre très original qui s'appelle Main. Je me rappelle qu'on avait eu l'occasion de le discuter. Je rappelle aussi Bipolaire vraiment en 2014, qu'on avait discuté ici aussi. La jouissance vraiment en 2020, etc., etc. Darian est aussi le fondateur du CIFAR, le Center for Analysis and Research, qui est un groupe très important euh, au- en Angleterre, à Londres, et avec une grosse activité de traduction. Euh, le plus récent, c'est What Can We Know About Sex de Gisèle Chaboudez. Je cite les auteurs d'Espace, hein. Euh, le livre de Catherine Vanier, Premature Birth, sur les enfants prématurés, et puis aussi le livre de Marcos Zafiropoulos, Lacan et Lévi-Strauss. Voilà, je vais passer la parole donc à Dariane. Ouais. En- OK, mais merci beaucoup Alain pour ton introduction et merci à Gisèle Chebudez aussi pour m'avoir invité ce soir. Le thème est évidemment un peu large. Quelles évolutions pour la psychanalyse à venir? C'est vaste ça. Est-ce que ça veut dire quelles évolutions souhaitables pour la psychanalyse ou est-ce que ça veut dire simplement quelles évolutions? Les deux probablement ne vont pas coïncider. Sur l'évolution de la psychanalyse dans le milieu analytique des réponses telles que l'analyste doit aller faire face à des nouveaux symptômes, fait de la technologie sur la subjectivité, passer d'une clinique plus symbolique à celle du réel, lutter pour préserver la place du sujet dans une société qui vise à l'annuler, etc. En effet, c'est les mêmes réponses qu'on trouve dans les années 40 et 50 du dernier siècle, surtout aux États-Unis, où une partie de la communauté analytique s'est mobilisée contre les effets du capitalisme sur la pratique analytique et la société en général. Mais on constate une différence remarquable entre les réponses des années 40 ou 50 et celles d'aujourd'hui. Là où auparavant,
il existait bel et bien des questions de recherche pour la psychanalyse. Aujourd'hui, de toute apparence, ça n'existe plus. Si on demande à des collègues aujourd'hui quelles sont les questions de recherche les plus importantes pour la psychanalyse, on rencontrera des expressions de perplexité, voire d'amusement. Vous vous foutez de ma gueule. Connaissez-vous en effet des analystes qui restent éveillés la nuit aux prises avec des questions de recherche? Le savoir analytique est déjà bien construit, on dit. Il n'y a qu'à le disséminer dans le monde autour de nous et bien sûr de défendre la psychanalyse de ses détracteurs. Bon, pour ma part, j'espère qu'il existe bien des vraies questions de recherche et j'en ai choisi quelques-unes pour discuter ce soir. Le rêve, l'inconscient et le langage, la sexualité et la culpabilité, tous ces thèmes très importants pour la psychanalyse qui posent encore plusieurs problèmes, questions, recherches à faire. Commençons par le rêve. Bien que l'interprétation des rêves reste un pilier de la psychanalyse, il y a très peu d'entrée dans les processus de construction des rêves. À part les livres formidables de Gisèle, Les équations du rêve et de Pierre Bruno, Qu'est-ce que rêver? On entend rarement des conceptualisations sur comment se fabrique un rêve. L'accent était plutôt mis sur l'interprétation. Freud, qui a toujours ajouté des notes, voire des interpellations en son livre, a parlé plus tard moins de l'interprétation de rêves que sur leur maniement, leur Handlung. Il s'est plaigné en 22 que les analystes se comportaient comme, je cite, il n'y avait plus rien à dire sur les rêves, et comme si tout le sujet de la théorie des rêves était bien achevé et complété. Il n'était pas du tout d'accord avec ça. Et il notait d'ailleurs que la rubrique régulière sur les rêves dans le Zeitschrift pour Psychanalyse avait disparu. Les textes ultérieurs des post-freudiens mettaient l'accent sur l'interprétation, et donc toute la question de recherche sur les mécanismes du rêve était négligée. Robert Fliess publiait son étude importante The Revival of Interest in the Dream, la reprise d'entrée dans le rêve en 1953, mais le titre était plutôt un vœu qu'un reflet de la situation actuelle en psychanalyse. Il n'y avait pas eu vraiment de reprise. Ensuite, il y avait, à partir des années 70, pas mal des études linguistiques, psychologiques et neuroscientifiques sur la construction de rêves, mais peu dans notre champ analytique. Dans le milieu lacanien, on fait appel au chapitre 7 du livre de Freud, avec des commentaires là-dessus, mais généralement, on n'avance pas beaucoup au-delà des notions de métaphore, de métonymie, ce qui est très décevant. Les analystes américains ont essayé d'appliquer les grammaires transformationnelles de Chomsky à la métapsychologie des rêves, avec des résultats plus intéressants peut-être sera d'appliquer la question que posait Chomsky par rapport au langage, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il des erreurs qu'on ne peut pas faire dans le langage, dans la parole? On peut appliquer cette même question au rêve et donc de poser la question, qu'est-ce qui ne peut pas se passer dans un rêve? Les analystes sont dans une bonne position pour répondre en écoutant chaque jour les rêves de leurs analysants, ce qui invite à explorer les processus séquentiels dans les rêves et les rapports entre images visuelles, sensations kinesthétiques et paroles. Il est très rare, en effet, de trouver une séquence du rêve qui passe, par exemple, de l'image d'un trou de bulle dans un verre à l'image d'une pâquerette. La forme visuelle n'est généralement pas assez pour soutenir une telle séquence, et donc la morphologie visuelle ne fonctionne pas ou rarement au niveau syntactique. Mais dire là que les images se subordonnent à la chaîne signifiante n'est pas du tout une explication.
mais plutôt une façon d'éviter le détail du processus. Est-ce qu'on peut réduire toute la richesse du chapitre 7 de l'interprétation de rêve à une formule pareille, ou substituer le terme chaîne signifiant à tous les processus que Freud a étudiés si soigneusement? Ce qui invite aussi à étudier un peu plus la notion même de la chaîne signifiante dans le rêve. Si la parole dans le rêve respecte le plus souvent la grammaire, pourquoi est-ce que la grammaire peut se défaire au bord du sommeil, c'est-à-dire dans les phénomènes hypnagogiques et hypnopompiques, quand on est en train de s'endormir ou en train de se réveiller? Une image visuelle hyper claire peut s'accompagner d'une compression grammaticale où les règles de grammaire sont brisées. Au même moment, il y a souvent un sens aigu de l'interpellation, même si la parole manque. On a l'impression que quelque chose de très important vient d'arriver, quelque chose qui nous vise, même si on ne sait pas quoi ou pourquoi. Les modulations de la fonction de l'interpellation ont un grand intérêt, et métapsychologique et clinique, et vaut la peine d'explorer. Si on passe la plupart de nos vies en étant interpellé, même avant qu'on ne puisse parler, opérer sur l'interpellation, sur le fait d'être adressé, aura toute son importance. C'est peut-être une telle opération qui nous permet de dormir et peut nous aider aussi à distinguer certaines formes de structure clinique, par exemple la partition classique dont le groupe dit des schizophrénies paranoïdes, héberéphéniques et catatoniques. Pour Gregory Bateson, dans le premier groupe, il y a toujours un message derrière un message. Dans le deuxième groupe, tous les messages sont égaux et sans poids. Et dans le troisième, on fait comme si la dimension du message n'existe pas. Les opérations sur la fonction de l'interpellation posent la question aussi de la négation dans le rêve. Là qu'on parle, par exemple, d'une suspension dans le sommeil, ce qui n'est pas la même chose qu'une négation. Et la distinction entre suspension et négation de l'interpellation est fort intéressante. Et pareil pour la distinction entre négation et mise en relation des contraires. Freud parlait en 38T, je cite, les lois opérant entre les contraires dans l'inconscient. Et on peut essayer d'en savoir un peu plus avec l'aide, par exemple, du formalisme russe, un ensemble de théories qui restent à appliquer dans notre champ, en mettant l'accent sur les fonctions logiques et les différences entre les logiques du premier et du deuxième ordre, et la différence entre la représentation et la représentation de la représentation. Ce qui nous amène à notre prochain thème, langage et inconscient. C'est extraordinaire que même après tout l'enseignement de Lacan, les analystes en général ont si peu d'entrée dans le langage. Connaissez-vous un seul analyste qui s'abonne à une revue de linguistique ou qui même peut suivre un article contemporain dans ce domaine? C'est très difficile à lire ça. Mais pourquoi pas? Même l'invitation de Lacan au début des années 50 de mettre en rapport les mécanismes de défense selon Anna Freud et les figures de la rhétorique classique reste inachevée. Et pourquoi? Ça n'exige pas un grand savoir de la dite science linguistique. C'est assez simple, mais ça n'a pas été fait. C'est une question de pourquoi. Quelques années avant le discours de Rome, le mathématicien amateur passionné de la psychanalyse François Rostand publie son livre Grammaire et affectivité, livre qui proposait que la structure du langage et de l'inconscient était la même. Là, on trouve la distinction entre signifiant et signifié appliquée à la mère, pas mal sur la négation, sur ce qu'il appelle le combinatoire symbolique, sur le langage, le surmoi, les pulsions et la parole, etc. C'est très intéressant ce livre. J'ai trouvé ça dans la bibliothèque d'Anna Freud.
Mais en contraste absolu avec Lacan, pour lui, le langage avait la structure de l'inconscient plutôt que l'inverse. Donc, c'est en effet des positions absolument opposées. Une erreur qui a aussi marqué beaucoup de recherches aux États-Unis là-dessus, sur le langage et inconscient. Mais une fois qu'on a reconnu que l'inconscient est structuré comme un langage, quoi dire de plus? Et là, pendant des années, on parlait de ça dans les séminaires, on dit en anglais « the unconscious is structured like a language ». Mais maintenant, dire ça est devenu de plus en plus compliqué parce que dans les pays anglophones, on dit le mot like tout le temps. Chaque phrase est saturée avec le mot like. Je pense vous avez l'équivalent en français avec le mot genre. Les gens disent mon analyste a dit genre, etc. C'est quelque chose, certainement avec mes analyses en français, le mot genre apparaît dans presque toutes les phrases souvent. Donc, c'est une question, pourquoi cette prolifération du mot like et du mot gendre et leurs équivalents dans les autres langues, vraiment dans les derniers 10-15 ans? Pour revenir à l'inconscient, la structure reste réduite à des chaînes de signifiants, à la métaphore, à la métonymie, comme avec les rêves, et à l'idée très simpliste que le grand changement fait à la linguiste saussurienne a été de renverser le petit s sur grand S en grand S sur petit s. Enfin, la pauvreté de cette conception du langage est claire dans les efforts de Serge Leclerc de les employer pour expliquer les cas cliniques. On voit vite leurs limites. On ne peut pas vraiment prendre ça au sérieux aujourd'hui. Et c'est la question. Si on essaie d'expliquer pourquoi l'inconscient a structure de langage, ça peut se faire dans une demi-heure, une heure dans un séminaire, tandis que les gens qui étudient la linguistique vont passer 3 ou 4 années à étudier la structure de langage. Donc il y a évidemment une discordance entre nos conceptions très réduites et simplistes du langage et ce qu'a avancé la linguistique dans la dernière partie du XXe et de ce siècle. Très dommage qu'on n'étudie plus la linguistique. Distinguer signifiant et signifié est évidemment utile et fécond, surtout quand la différence entre niveau représentation n'est pas faite, ce qui est très souvent le cas dans les milieux analytiques anglo-saxons, mais il reste plusieurs problèmes conceptuels et cliniques. Par exemple, comme lacanien, nous parlons très peu du conflit, qui était quand même un fondement de la psychanalyse freudienne. Pour enregistrer un conflit, il faut faire appel à l'établissement du sens. Les signifiants comme tels n'entrent en conflit qu'une fois une contradiction au niveau du sens est marquée, même si on reconnaît que le sens peut être produit que par l'opposition ou l'interaction des signifiants. Des mots, des phonèmes, des gestes ou des regards différenciés peuvent tous produire du sens par leur différence. Mais la production du sens n'est pas encore l'inscription psychique d'un conflit. Ce qui amène à la grande question, qui en fait une question et pour l'étude des rêves et pour l'idée que l'inconscient est structuré comme un langage, l'inconscient est-il en partie propositionnel? La plupart des études anglo-saxonnes pensent que oui. Lacan aussi pendant un temps avec l'idée que l'analyse est dialectique, ça implique un travail sur les propositions. Mais Lacan a évidemment changé d'avis, certainement par 58. Mais ça ne ferme pas la question, et surtout si on reconnaît que le sens ne doit pas nécessairement prendre forme propositionnelle pour produire du conflit psychique. Là aussi, le formalisme russe peut nous aider avec la thèse que ce qui ne pas prendre la forme d'une proposition prendre la forme d'une relation. C'est une thèse capitale du formalisme russe qui a peut-être influencé Lévi-Strauss et Lacan. Donne un exemple. La mère du petit chaperon rouge lui explique qu'il ne faut pas parler à personne en route pour voir sa grand-mère. Elle n'obéit pas et parle au loup, mais ensuite
et elle obéit en ne parlant pas au chasseur qui va la sauver ultérieurement. On a donc deux relations. Une fille désobéit à une interdiction en parlant à un non-humain dangereux. Et, deuxièmement, une fille obéit à une interdiction en ne parlant pas à un humain non dangereux. Entre ces deux, on peut deviner un désir dangereux entre une fille et un homme. Le désir ne prend pas forme propositionnelle ici, mais se lie dans la tension entre deux relations contradictoires. Ce qui amène à notre prochaine question, la sexualité, surtout infantile, mais de plus en plus adulte aussi. Beaucoup des interventions récentes des analystes dans les débats autour du genre et orientation sexuelle sont plutôt gênants, presque psychiatriques. On parle des gens trans souvent comme si c'était un ensemble avec une structure clinique définissable, ce qui est évidemment absurde. On dit eux. Et il manque souvent les éléments sur la sexualité réelle et les pratiques sexuelles. On peut dire que ce n'est pas important vraiment. Seulement, ce qui importe, c'est ce que dit l'analysant sur le divan. Mais une telle politique d'autruche ne fait qu'empêcher la recherche et risque de rendre les interventions analytiques obsolètes au niveau social. Bien entendu, ça peut être une très mauvaise idée de poser des questions directes sur la sexualité sans cesse aux analysants. Mais quand quelqu'un vient et dit qu'il venait de coucher avec quelqu'un, on peut poser quelques questions sur l'expérience, les pensées, les affects, mais il est peu probable, heureusement, qu'on va demander alors quelle position sexuelle avez-vous fait? Combien de fois l'avez-vous fait? Avez-vous joué? Et si oui, combien de fois? Combien de la pression avez-vous mis sur la peau ou les muscles de votre partenaire? Il est peu probable aussi qu'un analysant va fournir de tels détails, pas facilement. Mais finalement, ça fait une partie essentielle de la sexualité et dommage que nous l'ignorons. Pareil pour les fantasmes. Au New York Psychoanalytic Society, quand les candidats présentent un cas pour devenir membre, il faut avoir trouvé le fantasme masturbatoire de l'analysant, selon la formule que la masturbation, et non par le rêve, est la voie royale vers l'inconscient. Ça, c'est très bien. Mais il se trouve que les gens ont généralement pas un, mais deux fantasmes masturbatoires, utilisés et dans la masturbation et dans le rapport sexuel. Un fantasme pour maintenir l'excitation et une autre qui survient souvent plutôt vers le moment d'orgasme. Ça aussi, c'est très intéressant et c'est rarement divulgué par les analysants. Mais imaginez qu'une fois votre analysant avoue après des années son fantasme masturbatoire, vous dites immédiatement, mais oui, alors, c'est quoi le deuxième? Ça, c'est intéressant parce que c'est un résultat qui vient des sexologues, c'est donc pas du champ analytique, mais c'est quelque chose qu'on trouve très, très rarement chez les analystes de poser qu'il y a au moins deux fantasmes. Ça se trouve chez Freud. Pareil pour la sexualité infantile. On ne donne pas trop d'importance au processus interne d'excitation dans les premières années de la vie. Premièrement, parce que c'est assez difficile de les percevoir, et deuxièmement, parce que c'est souvent avant la parole, un fait consolidé par l'évitement dans le discours des parents. Mais les recherches là-dessus de Judith Kastenberg sont remarquables. Et elle a étudié les états de tension dans le corps des enfants et les localisations progressives, parfois contradictoires, sur les bords du corps des processus internes. On apprend à confondre les sensations à l'intérieur du corps avec les bords du corps. Notre obsession lacanienne avec les bords risque d'éclipser de tels processus et de ne pas écouter alors les angoisses autour du vidage ou du remplissage du corps. On peut ajouter là que la mère, en ayant le pouvoir de répondre ou pas à la demande de l'enfant,
deviendra la source même de la demande, c'est-à-dire la cause, par exemple, de la faim ou soif, dont l'enfant se plaignait. Au fur et à mesure que le corps se modifie, il y a un appel aux parents qui est alors identifié comme la source de ces états de changement dans le corps, avec un reproche aux parents pour leur incapacité à les traiter. Et si l'excitation interne ne peut pas s'articuler dans la parole ni être enlevée, l'appel produit par ces états de tension et des excitations corporelles contribue à créer un avatar particulier dans la mère. La psychanalyse a tendance à privilégier la représentation de la mère comme celle qui ne donne pas les pénis, phallus, etc. à l'enfant ou les lui retire. Donc, mère qui ne donne pas, mère qui retire. Mais là, il se trouve une troisième figure de la mère au niveau inconscient, moins celle qui ne donne pas ou qui prive, mais qui précisément ne prend pas. Il s'agit de la mère qui ne peut pas enlever les états de tension sexuelle dans le corps de l'enfant ou qui refuse de le faire. Le sentiment de gratitude parfois ressenti après les rapports sexuels plus tard dans la vie en est peut-être un signe. Merci d'avoir enlevé l'excitation envahissante là où la mère ne l'a pas fait. L'excitation même est un thème qui mérite des recherches toujours, et les modèles que Freud proposait dans les 3 essais gardent tout leur intérêt aujourd'hui. Freud avançait qu'il existe au moins 2 modes de satisfaction enfantine. Premièrement, la recherche de la satisfaction d'un objet pulsionnel, et deuxièmement, la mise en rapport des 2 modes de non-satisfaction, de formes de tension, Entspannung. C'est la mise en rapport qui produit la satisfaction, selon Freud. Ça peut paraître curieux, mais ça correspond au fait que la dite activité pulsionnelle comprend toujours 2 actions en même temps. On se souvient de Dora, qui touche l'oreille de son frère et suce son pouce, toujours en même temps. Elle fait 2 activités en même temps. Ou, pour prendre des exemples courants, un bébé suce au sein en même temps touchant les cheveux ou le menton de la mère. Un adulte lit un livre et fume une cigarette en même temps. On regarde un film ou la télé en mangeant quelque chose. Il y a toujours 2 activités à la fois. Et on peut dire que si ce n'est pas le cas, on n'est pas dans la dimension pulsionnelle. Il faut une intermodalité des satisfactions, ou plutôt des états de tension, ce qu'on peut appeler le et pulsionnel. Il y a toujours une activité à la fois, 2 formes de tension qui sont mises en rapport. Ça peut aussi illuminer les phénomènes dits auto-érotiques, qui sont encore un domaine pas assez étudié de la sexualité. L'auto-érotisme est bien plus que l'effort de produire du plaisir corporel. Pour Freud, ça comprend déjà les relations d'objets, c'est-à-dire l'inscription d'un corps des rapports à l'autre. L'enfant peut faire à lui-même ce que l'autre a fait à lui ou qu'il souhaite que l'autre fait. Mais ça peut aussi inclure des actes de vengeance, des actes de sollicitation, des actes de réparation et de suite, car l'autre fait déjà partie de l'enfant. Tout ça, c'est peut-être déjà bien connu, mais on entend si souvent des oppositions simplistes entre l'autre et le corps que ça risque d'être un peu oublié dans notre passion pour les dichotomies. De même, ce qui a l'apparence d'être une pratique auto-érotique peut avoir la fonction de créer une limite à une autre activité ou sensation corporelle. Une activité autorique peut avoir fonction de limiter une autre activité autorétique. Envahi par des radiations physiques de chaleur, de lubrification, de pression exercée par la vessie et le rectum sur les parois vaginales,
la vasoconstriction des tissus génitaux, il se peut que des pratiques autoérotiques se mettent en place pour localiser ces processus diffus, étranges et angoissants. Comme Karen Stevens notait, la seule force assez puissante pour traiter la sexualité est la sexualité elle-même. Cette question de l'auto-érotisme nous amène à notre prochaine question, la culpabilité. Il existait il y a un temps un débat assez vif sur le rapport entre l'activité auto-érotique et la culpabilité. Cette dernière était liée soit aux activités corporelles ou aux fantasmes corrélés à ces activités. Il y avait beaucoup de désaccords sur la question de l'âge où la culpabilité apparaissait. Esther Menaker proposait que c'était moins une culpabilité liée aux activités autorétiques qu'une culpabilité créée par l'abandon de la mère par l'enfant. Et d'autres pensaient qu'il y avait une culpabilité créée par l'idée même de ne pas être assez aimé. Tout ça peut être une évidence, mais il y a sûrement un problème, car on constate si souvent une dissonance entre notre conceptualisation de la culpabilité et sa place clinique. Ça produit toujours pas toujours, souvent des problèmes dans des cas cliniques. Freud disait dans Malaise dans la civilisation que le grand problème pour l'évolution de la psychanalyse sera effectivement la culpabilité au niveau conceptuel et clinique. Pour Freud, les sources de la culpabilité se trouvaient dans, premièrement, l'interdiction, un excès de plaisir et dans la tension pulsionnelle. Et c'était une question pour lui de savoir si la culpabilité peut vraiment être inconsciente. Vu comme une tension entre l'idéal et le moi, il tranchait finalement que ce n'est pas inconscient. Il n'existe pas une culpabilité inconsciente, mais à sa place, il posait qu'il y avait le besoin de punition. Ça prenait la place de ce sentiment de culpabilité inconscient. Une théorie que beaucoup des élèves de Freud n'étaient pas du tout d'accord. Nürnberg, Alexandre et Jones étaient tous en désaccord avec Freud là-dessus. Pour Jones, la culpabilité était une construction artificielle faite pour se défendre contre la douleur de la privation. Il mettait l'accent sur les tendances agressives que Freud ne privilégiait pas. Sans entrer dans le détail de ce débat, ce qui est surprenant, c'est que finalement, ni Freud, ni Jones, ni Lacan liaient la culpabilité à l'interdiction, et en plus, Freud et plusieurs des post-freudiens distinguaient au moins deux formes de culpabilité, une structurelle et non pas liée aux actes, et une liée précisément aux actes commis. Lacan, quant à lui, a aussi distingué au moins deux formes de culpabilité, une liée à l'inscription dans les réseaux de parenté, donc non pas un produit de l'interdiction, et dont on peut trouver des exemples dans la tragédie antique, et une autre liée non pas à une dette symbolique, mais au fait que cette dette peut-être nous était enlevée, l'enlèvement de la dette. Ce qui nous rend même encore plus responsables, selon Lacan, étant donné la perte de notre sens du destin. La mobilité sociale, dans ce sens, peut créer des phénomènes de punition, des actes de sabotage, n'ayant plus notre place dans un réseau prédéterminé. L'invitation de Freud en 29 d'approfondir l'étude de la culpabilité reste précieuse et tout à fait actuelle, et pour la clinique et pour le monde autour de nous. Et on a à apprendre de l'histoire de la religion sur cette question et les questions associées de la dette et du remboursement qui ont toutes leurs valeurs cliniques et pas seulement dans la névrose. Un dernier point ici. La psychanalyse peut évidemment avoir des effets considérables sur la culpabilité, mais n'y a-t-il pas des cas
où il faut aussi une autre dimension publique et non pas seulement privée. N'y a-t-il pas des culpabilités qui ont besoin de reconnaissance publique au-delà du cabinet analytique, qui ne peuvent pas trouver une résolution en analyse, même si l'analyse peut ouvrir la porte vers de tels espaces? Je voudrais terminer sur une question annexe, peut-être liée. Les commentateurs sociaux disent souvent que le sens de la mémoire se perd progressivement, même si, au même moment, les capacités pour enregistrer le passé se multiplient. Il y a une ironie là que beaucoup de monde ont aperçue. Dans notre champ analytique, malgré le temps et l'effort qu'on consacre à l'étude de Freud et Lacan, on risque d'oublier ou même de ne jamais découvrir le contexte social de la pensée psychanalytique. Freud, on l'admet, était un homme de son temps, dont les théories portent la marque de son moment historique. Mais ce n'est pas vraiment le cas pour Lacan. Oui, on peut dire que les arguments du début des années 50 étaient développés, révisés et changés, mais on ne risque pas de dire qu'il peut y avoir une erreur, disons, après 73, ou qu'une théorie de cette époque incluait tous les préjugés du moment. Et c'est très intéressant là de voir que les élèves de Lacan étaient sensibles, parfois, pas toujours, peut-être plutôt rarement à ces questions. Les analystes américains sont venus dans les années 50 pour rencontrer Françoise Dolto, et elle a travaillé avec eux, et elle a travaillé avec Margaret Mead aux États-Unis. Et tous ces gens, avec Jenny Aubry aussi, sont allés en Angleterre pour discuter la différence entre la psychologie de l'enfant et la théorie psychologique de l'enfant aux États-Unis, en Angleterre et en France, pour montrer, selon eux, ce qui différenciait l'Oedipe en France, aux États-Unis et en Angleterre. Et il y a beaucoup de généralisations là-dessus qu'on peut contester, mais c'est très intéressant qu'à l'époque, il y avait un intérêt à relativiser, à trouver le contexte pour les dogmes analytiques. Aujourd'hui, ces textes sont presque pas trouvables, mais ça se trouve sur Internet. Le fait d'éviter ces contextualisations historiques de l'œuvre en particulier de Lacan et de ne pas prévoir la possibilité, même lointaine, de critique n'est pas de bon augure pour la dite évolution de la psychanalyse et risque de renfermer certains praticiens, au moins, dans un territoire qui rétrécit rapidement, ce qui sera fort dommage. De même, c'est sûrement un moment opportun pour créer des dialogues entre les différentes traditions analytiques et de voir ce qu'on peut apprendre, pas seulement au niveau théorique, mais aussi clinique. Et sans vouloir scandaliser, il y a de quoi apprendre des thérapies dites de troisième vague comportementaliste, utiles parfois dans le travail avec la psychose. De même, le célèbre keeping in mind, cher aux analystes britanniques, c'est-à-dire le fait de ne pas oublier les analysants entre les séances, et qui était sans doute une partie de la pratique de Lacan, reste, il faut qu'on se souvienne de ça. Donc, il y a beaucoup à apprendre de dialogue sur les questions cliniques entre traditions en analyse, mais aussi au-delà du champ analytique. Le risque, encore une fois, c'est de créer une situation analytique où l'analyste peut rester très content avec lui-même, sachant qu'il suit une éthique, tandis que l'analysant se désintègre. Et puis on justifie tout en évoquant la jouissance, ombre sophistiquée de ce qu'on a appelé auparavant résistance. Donc, évolution, c'est bien, même si ça veut dire que l'analyste devient souvent moins silencieux qu'avant, plus actif peut-être, et plus prête à apprendre de ses analysants et des autres, et pas seulement de nos systèmes de croyances. Voilà mes pensées autour de cette question d'évolution de la psychanalyse. Alain, Pardon.
Mais je disais merci beaucoup à Darian pour cette intervention. J'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt que nous apporte Darian parce qu'il bouscule nos habitudes Mhm, et avec beaucoup de pertinence, hein. C'est toujours très mhm, juste. Euh, euh, il faut le dire, tu as amené beaucoup de choses. Là, on pourrait discuter et interroger chaque point. C'est vrai que dans le rêve, la question du passage, la question du rêve, du passage du rêve au récit du rêve, hein, est une question extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui se perd entre ces deux moments? Et cette question de l'image est une question très importante. De plus, ce que tu as amené, effectivement, je reprends pas, mais bon, sur la question de la négation, de la suspension, sur la question de l'interpellation, et, et même de ton rappel du sens antithétique des mots primitifs, euh, ça, au fond, ça rejoint ta dernière remarque, parce que la linguistique de Freud, c'était la linguistique d'Abel, mais la linguistique d'Abel, c'est la linguistique romantique, c'est-à-dire celle qu'on trouve chez les romantiques du cercle d'Iéna. Et c'est vrai que il y avait cette idée, quand même, qui doit nous intéresser, que euh, l'idée que, au fond, les mots s'opposaient, mais qu'à un certain niveau, les oppositions se succédaient et qu'on arrivait à un certain niveau où, au fond, il y avait là un mot presque indicible qui unifiait la contradiction. mhm. Euh, et ça me paraît. Attends, je vais remettre. Parce que là, je sais pas pourquoi, je ne vois pas d'Ariane. Voilà, comme ça, je te vois mieux. Voilà. Euh, et donc, cette idée qu'au fond, on a fonctionné avec une théorie langagière qui nous a paru, à partir de Saussure, beaucoup plus pertinente. Dans la langue, il n'y a que des différences, etc., etc. Mais qu'on est peut-être, ce qui est au fond repris par Lacan, quand même, d'une certaine façon, avec euh, l'idée de ce qu'il reprend à Lévi-Strauss, comme l'avait souligné Zafiropoulos, c'est-à-dire l'idée du signifiant zéro, hein, du mana, etc. Cette idée de ce que Novalis appelle le summum forash, qui est ce point d'union et de fusion des contraires, qui lui est à la limite de ce qui peut être dit dans la langue. Donc je trouvais là vraiment très intéressant ce que tu avais rappelé. Je pensais aussi sur cette question de cet aveuglement, de cette limite que nous avons en utilisant toujours la linguistique de Saussure détournée par Lacan, mais qui reste quand même inscrite dans ce champ. Et c'est vrai que la linguistique a fait des pas considérables, hein, et je trouve que le milieu lacanien, tu as raison, tu as tout à fait raison, et c'est la force de Darian, hein. Au fond, il fait comme Lacan, Darian, c'est-à-dire il est très au courant des travaux contemporains, hein. On ne mesure pas à quel point les séminaires de Lacan, etc., et les évolutions de Lacan étaient liées aussi à des mouvements de l'époque. Ouais, absolument. Voilà, c'était très. Par exemple, quand Lacan commença à abandonner la référence à la linguistique pour passer à la logique avant de passer au nœud, c'est le moment où en France arrivent les traductions de Chomsky, Searle, etc. Arrivent les grammaires génératives. Bon, alors on va laisser le modèle linguistique parce qu'il devient extrêmement problématique. Ce sont les linguistiques dans lesquelles c'est précipité avec beaucoup de talent, Jean-Claude Milner en particulier. Euh, mais voilà. Et je trouve qu'il y a là, c'est pour ça que là on est en train de finir un petit livre avec Catherine, où on essaye de souligner l'importance et peut-être le regret ou l'erreur qu'il y a eu à abandonner la notion de signe au sens comme quelque chose qui est à la fois antérieur et postérieur, qui est double fonction temporelle par rapport à la question du signifiant. Alors, sur la sexualité, je trouve que le et pulsionnel, ça, c'est quand même une idée extrêmement intéressante. Euh, il faut y revenir, c'est vrai. Peut-être que ça s'articule avec ce que tu disais sur l'autre et le corps, hein, sur cette, à la fois cette similarité et cette distinction. Je pourrais y revenir.
Un mot sur la culpabilité, parce que je pense que enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, il me semble que c'est le problème majeur d'aujourd'hui, hein. C'était déjà une idée de Deleuze aussi, que, au fond, dans les sociétés décrites par Foucault, disait Deleuze, il y avait des procédures de traitement de la culpabilité, de la faute. C'était la fonction de la religion, hein. C'est formidable. Et Deleuze, dans sa théorie sur les sociétés de contrôle, c'est l'idée qu'au fond, dans les sociétés de contrôle, on n'est jamais quitte de rien. On ne peut jamais s'acquitter de la dette, c'est inlassable, interminable, etc., etc. Ça, je pense qu'il y a là une dimension. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui me paraissait, c'est très juste de dire que... et pour Freud, tu as raison de rappeler, parce qu'on oublie ça tout le temps, euh, je trouve très important que tu reviennes à Freud sans arrêt, parce que c'est euh, euh, infini ce qu'on trouve dans Freud. Et c'est vrai que la question de la culpabilité, est-ce que déjà de faire le pas de la rendre consciente est déjà un progrès? Comment on la traite? C'est vrai que c'est une question. Et puis, je trouve que ta conclusion, moi je vais au galop, hein. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler de parler de toutes tes propositions plus précisément dans d'autres occasions, mais je trouve que ce qui est très très intéressant dans ce que tu as dit, et qui a été beaucoup plus important aussi dans l'histoire du mouvement analytique qu'on ne le pense, euh, c'est ce que tu appelles la contextualisation de la théorie. C'est paraît fondamental. Euh, On ne refuse pas aujourd'hui les travaux des neuroscientifiques ou les travaux même des comportementalistes, etc. Euh, Quand on sait l'importance que a eu dans le milieu lacanien les travaux de l'école de Palo Alto, par exemple, à une certaine époque, que les lacaniens oublient, mais qui a été repris par... Il y a eu toutes les théories sur le double bind, etc., qui étaient des choses qui ont trouvé des échos, même si c'était transposé, mais qui n'étaient pas ignorés complètement, tu vois. Et peut-être qu'au fond, en tout cas, je pense que, et c'est vrai, la façon dont les psychanalystes, tu l'as rappelé, se sont embourbés dans des positions concernant les trans, pour ou contre, comme si c'était la question, euh, devenant, je relisais un passage où Lacan, par une conférence que je dois faire, où Lacan explique que le problème des psychanalystes, c'est de faire le tableau clinique, c'est-à-dire comme des psychiatres, en oubliant qu'ils sont dans le tableau. Comme- voilà, qui est un élément très très compliqué. Alors du coup, on prend des positions soi-disant politiques, morales, etc., alors que c'est un vrai problème. La psychanalyse n'est ni une science, et ni une religion, même si les analystes, après Lacan, euh, euh, la transforment, veulent en faire soit une science intraitable, c'est un dire de vérité indiscutable, soit une religion. Ça vraiment, je trouve qu'on est rentré dans une période comment dire, de lien d'initié, au mauvais sens du terme, qui est très très compliqué. Parce que je crois que c'est vrai, la théorie analytique, elle n'est jamais pure. Même celle de Lacan, tu as raison, il faut la situer historiquement, elle n'est jamais pure. Elle est toujours, elle n'arrive jamais complètement à se dégager des discours courants, de la culture dans laquelle elle est née, c'est vrai. Le voit et on l'entend. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais il me semble que là, si on était d'accord pour penser qu'il y a un moment d'extraction, au moment où ça se dit, il y a un effet de surprise qui, même au niveau théorique, hein, Lacan n'a pas cessé de renverser ce qu'il avait pu dire à un moment donné pour dire ensuite quelque chose qui paraissait, comme disait quelqu'un, contradictoire, mais pas du tout en fait, hein, qui avait des effets d'émergence. Et puis ça devient des doxas, et à ce moment-là, ça diffuse dans la culture et ça fabrique une résistance à la psychanalyse parce que, voilà, comme le dit Elisabeth Roudinesco là, dans son introduction à sa nouvelle édition de la biographie de Lacan, des mots comme l'inconscient est structuré comme un langage, choses comme ça, c'est devenu courant. On trouve ça dans tous les textes du moindre journaliste, etc. Et ça a perdu tout à fait la portée que ça a pu avoir à une certaine époque. Voilà, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'était vraiment plein de pistes, comme toujours.
comme toujours chez Darian. Voilà. Tu, tu veux dire quelque chose, Darian, peut-être ou... Oui, oui, oui. Oui, merci pour tes remarques et observations. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et sur cette question enfin, des éléments de théorie qui deviennent des doxas et qui ensuite créent des résistances, on peut se demander pourquoi chez Freud, il y a vraiment qu'une formule dans toute son œuvre. Il n'y a qu'une phrase qu'il répète plusieurs fois, c'est la formule sur le sens des rêves, que le rêve, c'est l'accomplissement d'un vœu, même si évidemment c'est bien plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'autres formules en Freud, tandis que dans Lacan, c'est plein de formules. C'est plein de formules qui sont très souvent répétées. Et on peut se poser la question, pourquoi il a voulu répéter les formules et quel a été l'effet de cette répétition? Peut-être que ce n'est pas si utile que ça. Et ça, finalement, ça empêche de vraiment penser, par exemple, qu'est-ce que l'inconscient dans ce rapport avec le langage. Euh, c'est très intéressant ce que vous avez dit par rapport à l'école de Palo Alto. Parce que là, c'était tout Lacan, il parle très, très brièvement dans, je pense, le séminaire 6. Euh, c'est enfin, parle très, très peu de ça. Mais ils ont continué des recherches formidables sur les structures cliniques. Les élèves de Bateson ont essayé d'utiliser la théorie des ensembles pour conceptualiser les différentes formes de névrose, l'hystérie, l'obsession et les différentes formes de psychose, et aussi de déduire des techniques cliniques pour y répondre. C'est vraiment les conseils cliniques sont peut-être moins convaincants aujourd'hui, mais les théorisations sont magnifiques. Et je veux dire, leur théorie du symptôme hystérique est beaucoup plus sophistiquée que le nôtre. Ils ont des théories vraiment fines de comment se construit un symptôme historique au niveau de la théorie des ensembles et des rapports entre la dimension analogue et la dimension digitale. C'est vraiment puissant. Par rapport à la linguistique, évidemment, on dit Lacan a développé la linguistique saussurienne, mais ce n'est pas le cas. Le cours de linguistique générale de Saussure, c'est un gros pavé, c'est un tome. Ce qu'on prend à Lacan, métaphore et métonymie, grande S sur petit s, ça c'est peut-être 2 ou 3 pages de cet énorme livre. Donc tous les autres développements de Saussure sont soit oubliés, soit ne pas oubliés. Pourquoi? Probablement parce que l'entrée de Lacan s'est passée très vite à la cybernétique, qui avait beaucoup moins à voir avec le langage. Et il cherchait des modèles pour l'idée d'une chaîne, les chaînes du destin, les chaînes qui allaient au-delà de la conscience du sujet. Il cherchait des modèles et puis il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. Il était vraiment très, très érudit là-dessus. Et ses commentaires sur la cybernétique sont de niveau vraiment avancé pour l'époque. Et ses critiques dans les premiers séminaires de la cybernétique, c'est des choses qu'on a vues dans la littérature cybernétique apparaître quelques années plus tard. Donc, il a été vraiment en avance là-dessus. Mais je pense que c'est ça qui explique le mouvement vers autre chose. C'était pas, il n'allait pas vraiment dans la linguistique, il allait vers la cybernétique. Ça doit être ça. Aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur la place de la culpabilité dans la société moderne. Absolument. Bien. Je vais peut-être dire un petit mot également, enfin très, très, très peu de choses parce que j'aurais envie j'ai une très grande affinité avec la façon dont Darian pense
Je la trouve très, très précieuse depuis longtemps. Et j'apprécie notamment cette façon constante qu'il a de prendre un problème donné avec d'un côté, c'est comme le et pulsionnel, avec d'un côté la référence au savoir, y compris dans son évolution moderne, et de l'autre côté, toujours sa référence à l'expérience, c'est-à-dire et notamment à l'expérience clinique, ce qu'on peut appeler l'expérience clinique. Et en ce sens-là, c'est vraiment très, très utile pour tous, au-delà de la psychanalyse, à mon avis. Pour reprendre les points qu'a souligné, certains points qu'a souligné Alain, enfin qui reprenait ceux de Darian, je suis particulièrement d'accord et particulièrement attentive, et je vais en parler à propos du rêve, à cet écart en effet entre le récit du rêve et l'expérience du rêve. L'expérience. Et c'est sur cette base, je vais essayer de le montrer, que j'ai repris il y a quelques années l'interprétation du rêve d'Alexandre. Alexandre à Tyr, bien sûr, tel que Freud l'avait repris lui-même de Artémidore d'Aldis. Sur la question de la culpabilité, bien entendu qu'il y a toutes ces dimensions essentielles, et chez Freud et chez Lacan, mais pour ma part, quant à ce qui est de l'expérience clinique, celle qui, et c'est évidemment ça qui en dernier ressort, m'arrête toujours sur le plan conceptuel, celle qui, je trouve, est vraiment le plus utile parce que nous la rencontrons sans cesse dans l'expérience, c'est celle qui consiste, non pas comme on l'a cru l'entendre et donc divulguer en doxa, un doxa un petit peu comique, il faut bien dire, voire grotesque, que la culpabilité, c'est pas il faut pas céder sur son désir, bien entendu. C'est pas comme ça qu'il l'a formulé. C'est que la seule chose dont on puisse être coupable en psychanalyse, c'est d'avoir cédé sur son désir. C'est pas du tout la même chose, c'est une notation clinique, c'est-à-dire de constater qu'effectivement dans l'expérience, chaque fois que quelqu'un se sent ou manifeste une culpabilité, y compris dans son énoncé, et surtout dans son énoncé d'analysant, ça peut faire partie de l'interprétation d'ailleurs que de l'indiquer d'une manière ou d'une autre de façon suffisamment équivoque, et bien que c'est chaque fois qu'il est coupable, c'est d'avoir cédé sur un désir essentiel, parce que c'est là que commence la culpabilité. Alors ça, c'est vraiment une notion que je trouve sans cesse à rectifier parce qu'elle a été tellement mal comprise et sans cesse utile effectivement dans l'expérience. J'étais très intéressée aussi par le point que Darian reprenait de l'inconscient est-il propositionnel et l'évoquant par rapport à ce que Lacan en avait fait. Et que certainement, en effet, il n'est pas, bien entendu, resté propositionnel chez Lacan, mais parce qu'il en a fait, ou plutôt il l'est resté, mais au sens où on parle de propositions logiques. Ce ne sont plus des propositions notamment grammaticales, comme c'était chez Freud, mais des propositions logiques. Et ça aussi, c'est un des points, que ce soit dans le rêve ou ailleurs, où un certain renversement lacanien est particulièrement utile dans la pratique. Quoi d'autre? Il y a plein de choses qui me passionnent dans ce que dit Darian. Il disait à un moment, pourquoi l'inconscient est structuré comme un langage? Évidemment, c'était pas dans un sens donné que la question était posée, c'est-à-dire, au fond, pourquoi l'inconscient est structuré comme un langage? Là, ça, c'est celle que j'aurais tendance, moi, à reprendre sous cette forme-là. C'était sous la forme, tu disais, d'Ariane, où des gens passent des années entières à étudier les structures de langage pour étudier en quoi l'inconscient est structuré comme. L'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre. Mais sur la question pourquoi l'inconscient est structuré comme un langage, je pense c'est un des points majeurs où on n'a pas beaucoup avancé après Lacan. Après Lacan, qui ne s'est pas du tout attelé à savoir pourquoi il l'était structuré comme un langage, il s'est attelé à le définir, à l'avancer.
et puis à le démontrer, à le montrer. Après Freud, puisque Freud l'avait commencé, bien entendu. Pourquoi l'inconscient est structuré enfin très tôt, avoir dit ça était vrai au moment où il le dit, bien sûr, que ensuite, duquel est apparu un langage. Ça ne définit pas l'inconscient comme tel, qu'il soit structuré comme un langage. Donc, il faut ajouter ceci, un langage au sein duquel est apparu son écrit. Et en ce sens-là, d'ailleurs, il y a toujours un parallèle frappant que l'on peut faire, et notamment pour se questionner et pour y réfléchir, avec l'histoire elle-même du langage chez les êtres parlants, puisque le langage, c'est quelque chose comme 1,5 ou 2 millions d'années, n'est-ce pas? L'écrit, c'est 5000 ans. L'écart entre les deux est considérable. Or, évidemment, il est gigantesque. Or, qu'est-ce qu'il y a dans cet écart? Qu'est-ce qu'il y a dans cet écart? Chez des hommes qui parlent et des hommes et des femmes qui parlent et qui n'écrivent pas encore. Qu'est-ce qu'il y a dans l'écart? Dans l'écart, il y a le rêve. Il y a plusieurs formations, certainement, de l'inconscient à l'œuvre. Des moments qui parlent, il est probable qu'il peut y avoir des actes manqués, il est probable, etc., etc. Mais il y a le rêve. Et le rêve, c'est l'expérience nocturne la plus poussée, la plus aboutie. C'est un véritable chantier, le rêve. Et or, dans un rêve, qu'est-ce qui se passe? Il y a probablement du rêve dès que l'homme parle, c'est-à-dire 1,5 million d'années. Mais il n'y a pas de l'écrit, encore une fois, quand il parle, avant environ 5000 ans. Donc, entre les deux, il y a le rêve qui fabrique, lui, de l'écrit, mais de l'écrit qui ne s'inscrit pas dans la vie éveillée, si on peut dire, c'est-à-dire dans la civilisation, de fait. Et entre les deux, il y a ça. Et le rêve, à mon sens, est forcément une expérience qui a fabriqué de l'écrit, qui fabrique de l'écrit par définition, même si on considère qu'est-ce qui pouvait se passer au moment où le langage était encore récent, disons, dans l'humanité, jusqu'à ce que cet écrit puisse être réapproprié, transposé et utilisé dans la vie civilisée, disons. Toutes ces questions voilà, m'intéressent énormément. Peut-être d'ailleurs, à moins qu'il y ait une question posée à Dariane, je vais passer à cette question sur le rêve que je voulais développer. Est-ce qu'il y a une question pour Dariane? Non? Alors à ce moment-là, je vais peut-être... Il y aura des questions pour les deux. Voilà, Voilà. voilà. On pourra les reprendre tout à l'heure. Voilà, très bien. Alors, je vais baisser mon texte parce que là, je ne vois plus Daria, mais ça me gêne. Voilà. Se demander quelles sont les évolutions. Alors, Dariane se demandait si c'était les évolutions souhaitées ou les évolutions de fait. Évidemment, pour ma part, ce sont surtout les évolutions souhaitées, parce que les évolutions de fait, c'est évidemment une toute autre discussion. Bien. Donc, se demander quelles sont les évolutions souhaitables, voire nécessaires, d'une psychanalyse à venir, rencontre beaucoup d'attentes différentes, de toutes parts. Mais ça s'adresse d'abord, évidemment, à ceux qui attendent, dans la psychanalyse et au-delà, que la psychanalyse fasse à nouveau savoir au monde quelque chose qu'il ne sait pas, comme elle l'a fait un certain temps, à plusieurs reprises. Quelque chose qu'il ne sait pas, sur quoi? Sur le fonctionnement de l'être et du corps parlant, bien sûr. Un savoir meurt s'il ne se renouvelle pas, s'il ne se reformule pas. Parce que se renouveler, ça passe par le fait de se reformuler autrement. C'est particulièrement vrai dans notre discipline. Et donc, c'est pourquoi cette année, je m'étais proposé, et je me propose toujours, d'articuler quelques points essentiels de renversement qui ont, avec Lacan, renouvelé la science de Freud. Et notre pratique à tous, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas les renverser ou les renouveler
À nouveau, bien entendu, il le faudra, mais pour renverser ou renouveler les renversements de Lacan, encore faut-il déjà en prendre la mesure. Ce qui n'est pas, à mon sens, totalement fait. Pour mille raisons, vraiment. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le renversement, c'est un mot que j'ai repris du texte de Lacan, bien sûr, en un point précis, en un point où j'ai aimé ce mot particulièrement en ce point-là, dans la mesure où il m'a semblé particulièrement efficace et nécessaire euh, euh, en étant situé dans la logique, à propos de la logique, et notamment à propos de la logique d'aliénation-séparation que Lacan a construite en considérant que c'était celle de l'inconscient qui jusque-là n'en avait pas de logique. Il avait une logique évidemment, mais pas d'élaboration de cette logique. C'est quand ce point de renversement, c'est quand aliénation et séparation, il y a non pas une linéarité, non pas une réciprocité, mais un mouvement circulaire selon un renversement dans le retour. Hein, c'est ce qui réunit comme un mouvement circulaire la logique d'aliénation-séparation avec un point, évidemment successivement plusieurs, mais un point fondamental de renversement, un renversement dans le retour. C'est donc un point logique où une position ou un concept change de proposition logique. Et j'ai déjà utilisé, par exemple, mais je ne vous en parlerai pas ce soir, on n'aura pas le temps, puis je vais me consacrer au rêve. J'ai utilisé ce point de renversement pour montrer que le sujet de l'Oedipe freudien était un sujet séparé. Ce que Lacan a laissé entendre, mais pas vraiment dit. Alors qu'il a vraiment dit que le cogito, lui, est un sujet de la séparation, un sujet séparé. Mais ils ont justement ça en commun, le sujet de l'Oedipe et le cogito. C'est autant le cogito est un sujet séparé en fondant son être sur la pensée, autant l'Oedipe est un sujet séparé, séparé évidemment de l'aliénation primordiale, en fondant son être sur le désir et un désir interdit. Je vais maintenant donc passer à quelques réflexions sur les renversements lacaniens à propos du rêve, et je me dirige donc vers la seconde partie de mon intervention. Alors, dans le cheminement du rêve, je suis entrée en 2000 avec l'équation des rêves, en effet, date où j'étais nourrie depuis fort longtemps au lait de l'interprétation freudienne des rêves, mais j'avais néanmoins en tête les quelques critiques, les peu de critiques à son propos qui me paraissaient fondées. Et en entamant mon expérience à l'aide du cheminement lacanien, le commentaire, avec notamment, en commençant par le commentaire et la réinterprétation du rêve de l'injection à Irma, qui furent, en l'étudiant de près chez Lacan, un premier ajout d'importance qui décentrait l'apport freudien tout en reprenant l'essentiel et en validant l'essentiel, mais qui n'était pas encore un renversement. Il montrait simplement, pour commencer, une succession logique et topologique dans le travail qu'effectuait le rêve, une succession de traitements par des registres différents, dans des registres différents. Tout d'abord, un face-à-face imaginaire avec une figure de l'autre, Irma en l'occasion, qui aboutissait à l'angoisse devant sa gorge, tandis que pour résoudre cette angoisse, vous vous souvenez, vous avez en tête tout cela, eh bien, pour éviter donc le cauchemar, en somme, eh bien, un travail des signifiants, c'est-à-dire un chiffrage à proprement parler, se mettait à l'œuvre sous la forme bien sûr de la condensation et du déplacement freudien que Freud avait déjà largement découvert. Ce travail signifiant que Lacan appelait l'immixtion des sujets, ceux qui se mettent à penser ensemble à la place du rêveur, et notamment à partir de ce tournant dans le rêve qui est le culmen de l'angoisse du face-à-face imaginaire. Ce dernier mot, ensuite, le dernier mot du rêve, dans ce rêve qui concluait sous la forme d'une lettre, c'est-à-dire cette formule de la triméthylamine, en rétablissant une forme d'homéostase après l'angoisse et en étant passé par le traitement signifiant.
On avait donc une progression ISR, imaginaire, symbolique, réel, du travail du rêve. La lettre, d'ailleurs, alliant bien entendu, avec le réel, le symbolique et l'imaginaire. La lettre était déjà un nouage borroméen, en quelque sorte, des trois registres du sujet. Cette progression donc du travail du rêve commençait à mettre en évidence, elle, une logique à l'œuvre qui déjà ne pouvait plus se suffire des propositions grammaticales que Freud avait isolées. Et cette logique à l'œuvre, Lacan allait la construire à partir de deux choses, à partir justement de son commentaire sur le rêve d'Irma, d'une part, et d'autre part de son renversement, disons, de l'Édipe freudien, pour le montrer comme sujet séparé, en lui restituant son aliénation première, fondatrice, bien sûr, avec la métaphore paternelle. Et donc cette logique du fantasme, elle allait s'élaborer, vous le savez, en négation point par point du cogito, c'est-à-dire précisément ne pas pouvoir penser là où on est et ne pas pouvoir être là où on pense. C'est ce qui allait définir la logique du fantasme, c'est-à-dire celle de l'inconscient aussi bien. Donc on ne pouvait pas s'en tenir à cet endroit-là, à une simple succession grammaticale des propositions du rêve, comme des phrases. Il fallait aussi examiner les propositions successives en termes de logique pour saisir la construction économique d'un rêve. Ensuite, avec la théorie de sa théorie du rêve, ou son remaniement de la théorie freudienne du rêve, Lacan allait franchir cette fois un cap et opérer un véritable renversement par rapport à la conception freudienne. Cette conception, c'est sur le point de la fonction du chiffrage, dont on sait que Freud la considérait comme une déformation du rêve destinée à masquer le désir inconscient refoulé pour pouvoir le laisser s'exprimer. Sinon, disait-il, c'est le cauchemar. Eh bien, cette conception inaugurale, qui avait tout son sens et toute sa logique, constituait certes une fonction majeure, mais ne tenait pas compte de deux choses essentielles. Deux choses essentielles. Alors, on peut d'ailleurs ajouter que sur le rêve aussi, Lacan intervenait d'une manière qui consistait à montrer qu'il y avait dans la démarche freudienne une démarche de séparation, là-dessus aussi, comme dans l'Oedipe, par rapport à la neurotica freudienne. Là-dessus aussi, dans le rêve, pour montrer que la déformation n'était pas faite pour masquer le désir, ou pas uniquement, ou pas essentiellement, n'était pas faite pour masquer le désir inconscient du rêveur, mais pour calculer quelque chose, pour calculer une jouissance possible. Une jouissance qui ne débouche pas sur un cauchemar. Le travail du rêve, comme celui de l'inconscient en général, consistait donc, à partir de là, pour Lacan, à combiner, certes, et à substituer les signifiants, comme pour Freud, bien entendu, en donnant des unités nouvelles, incompréhensibles, certes, en termes de sens, donc déformées, si l'on veut, au sens de Freud, mais ces signifiants substitués visaient à traiter à métaboliser quelque chose en termes de jouissance. Alors, que ça prenne, Darian tout à l'heure reprenait le fait que la phrase constante de Freud est « le rêve accomplit un désir ». Cette phrase-là reste vraie, même dans le remaniement lacanien, remarquez-le bien, parce que calculer une jouissance, ça peut passer par la monstration, la démonstration, le calcul ou la monstration d'une jouissance rendue possible. Une jouissance, c'est un désir réalisé par définition. Donc, calculer une jouissance, ça peut en effet passer par le fait de démontrer ou de montrer. Le rêve est monstrateur, on le sait. Il est monstrateur d'une logique, c'est-à-dire d'une proposition, d'une série de propositions logiques qui satisfont à quelque chose ou qui visent à satisfaire à quelque chose. Donc il y a là une très grande force en effet de la phrase freudienne, et je suis d'accord sur ce que disait Darian là-dessus tout à l'heure, c'est qu'elle reste vraie même
avec le remaniement lacanien qui montre que la réalisation déformée du désir n'est pas tant pour masquer, pour servir le refoulement, ça n'est pas tant pour servir le refoulement, que pour calculer une jouissance dans les termes où elle parvient au rêveur, dans les termes où il a à la traiter, telle qu'elle se présente sous la forme d'une menace, disons, du désir de l'autre ou de la jouissance de l'autre dans l'approche de son désir. Le désir du rêve, donc, celui de Freud, par exemple, si on prend celui de Freud dans Irma, celui de n'être pas coupable de son échec dans le traitement d'Irma, comme Lacan l'a fait remarquer, c'est pas du tout un désir inconscient. Donc, s'il s'agissait de déformer un désir inconscient pour qu'il ne soit pas reconnaissable et qu'il n'angoisse pas, on n'aurait pas ce désir-là dans ce rêve-là. Et même quand on s'aperçoit que sa culpabilité à propos de son échec dans le traitement d'Irma, cet échec qu'il se reproche, dont il se veut non coupable parce qu'il s'en sent coupable, va de pair avec sa culpabilité dans la grossesse de sa femme, puisqu'elle engendre notamment des phlébites, des enfants certes, mais aussi des phlébites. C'était pas du tout des désirs inconscients, ça. Pas du tout. Donc le chiffrage de ce rêve n'est pas du tout fait pour masquer la culpabilité ou masquer l'aspect refoulé de ces désirs-là. La question n'était donc pas de le masquer, la question était de le réaliser par la substitution signifiante en somme, c'est-à-dire ce qu'il nous explique dans son interprétation, qu'il ne soit pas coupable effectivement, puisque la maladie était médicale, puisque Otto l'avait provoquée avec une seringue sale, etc., etc., et qu'elle était sale d'ailleurs parce qu'elle était sexuelle, comme l'affirme à la fin la triméthylamine. Ça, c'est le chiffrage d'une jouissance possible, c'est-à-dire d'une jouissance supportable, c'est-à-dire d'une jouissance phallique. À partir de quoi? À partir de ce qui se présentait à lui comme angoisse déjà dans la rencontre d'Irma la veille et dans les évocations du désir de sa femme, de cette jouissance de l'autre, évidemment, qui chez Freud ne parvenait jamais au statut de jouissance de l'autre, mais qui était déjà suffisamment inquiétante comme telle ou angoissante comme telle dans la réception, si on peut dire, de son désir. Alors, ça, c'est le premier point sur lequel la théorie de Freud ne tenait pas compte de quelque chose, c'était que, notamment qu'il s'agissait de calcul d'une jouissance à travers cette réalisation de désir, beaucoup plus que de servir un refoulement. Bien que ça y serve aussi par ailleurs, mais dans ce rêve-là, c'est pas la question. D'autre part, cette conception ne tenait pas compte de l'incidence du désir de l'autre, donc, bien sûr, dans la formation du rêve, avec l'événement qu'il produit. Certes, le matériau était interprété à partir des sources du rêve comme élément diurnes qui formaient les associations, bien sûr, qui formaient la base, et qui les forment toujours, la base des associations. Mais dans le rêve, Freud, vous l'avez bien en tête, c'est comme dans l'Oedipe. Freud ne considère que le désir du rêveur, qu'il considère que le désir du sujet, sans s'occuper de ce à quoi ce désir du sujet sert à répondre au désir qu'il rencontre chez l'autre et à l'angoisse que le désir qu'il rencontre chez l'autre suscite. Donc, il y avait aussi cette dimension-là. Lacan ne l'a pas d'ailleurs restituée d'une manière tout à fait explicite à propos du rêve. Là, je le déploie à partir de l'interprétation qu'il avait donnée de cette patiente à lui qui réalisait non, c'était pas cette patiente à lui, c'était un patient à lui dont la maîtresse, l'amante, avait réalisé le désir à propos, en prenant un amant, à propos du fait que elle avait rêvé il lui avait conseillé, vous avez tous ça en tête, il lui avait conseillé de prendre un amant et elle avait traduit ça dans son rêve en rêvant qu'elle avait un pénis, mais qui servait aussi à la faire jouir elle-même ce pénis.
Eh bien là, c'était une interprétation directe du désir de l'autre. Le rêve était une interprétation directe et surtout un traitement. Pas seulement une interprétation, mais un traitement du désir de l'autre. Voilà comment cette personne, cette femme, pouvait traiter le désir de son compagnon en l'interprétant en même temps, bien sûr. Donc, dans le rêve d'Irma, qui est vraiment notre point de départ et qui reste notre point de retour sans cesse, c'est que le désir de l'autre était extrêmement présent de façon massive, suffisamment massive pour causer l'angoisse, bien entendu. Chez Irma, avec son refus de l'interprétation de Freud, mais aussi chez sa femme, puisque Freud souligne combien elles ont la même attitude face à ses interprétations à lui et ses conseils médicaux. Donc c'est ce désir-là de refus des conseils ou des interventions ou des interprétations de Freud qui est en question dans cette angoisse. Hein. Donc le rêve mettait en scène l'angoisse que causait ce désir de l'autre d'une façon explicite. Dans la première scène, avec cette angoisse traduite devant la gorge d'Irma, et puis ensuite, le rêve traitait cette angoisse-là par le chiffrage signifiant à l'aide des collègues par condensation et déplacement. Donc, mais en vue de fabriquer une jouissance phallique. Et cette jouissance phallique, elle est en fabrication, si l'on peut dire, à chaque étape à partir du chiffrage signifiant. Elle l'est par les collègues qui entourent médicalement Irma, bien sûr, et elle est à la fin, vous le savez, dans l'injection enfin, dans l'injection concernant la triméthylamine, non pas dans l'injection de triméthylamine, mais telle qu'elle est injectée dans le rêve, puisqu'il s'agit évidemment d'une seringue qui aurait injecté la cause de la maladie ou la cause de la grossesse, bien sûr. Bien, enfin, je m'en tiens à ces deux éléments-là. De ce point de vue, sur ce qui devait être remanié et renversé dans la théorie freudienne du rêve, on apercevait à la fois que la déformation ne visait pas tant à masquer le désir inconscient du rêveur qu'à calculer, à métaboliser, à traiter celui de l'autre et ses éléments d'angoisse en lui substituant des éléments que l'inconscient admet dans sa structure, c'est-à-dire notamment la jouissance phallique et celle des objets plus de jouir. Ainsi, la grammaire phallique du savoir médical, du savoir et de l'attitude médicale, n'avait aucune peine à être versée à l'inconscient, effectivement. Et lorsque Lacan, plus tard, résumait ainsi le travail du rêve comme un chiffrage fait pour la jouissance, phrase qui à elle seule ne suffisait pas à éclairer ce dont il s'agit, mais ça résumait néanmoins que si ce chiffrage était fait pour la jouissance, c'était donc pour calculer cette jouissance que l'inconscient admet à partir d'une jouissance qui ne peut en aucun cas entrer dans l'inconscient parce que tout simplement elle est hors langage et on retrouve là l'importance de la définition lacanienne de l'inconscient structuré comme un langage. La jouissance de l'autre n'entre pas dans le langage, donc elle n'entre pas dans l'inconscient. À un certain niveau, c'est aussi simple que ça. La jouissance de l'autre, c'est la jouissance qui n'entre pas dans les lois de la parole, qui sont bien entendu l'interdit de l'inceste, l'interdit du meurtre, plus quelques autres qui font partie des lois de la parole dans la religion juive, pour le Dieu de la Bible. Alors, ce qui est ensuite calculé de cette jouissance est versé comme comptabilité à l'inconscient pour le rendre utilisable sur le plan économique, sur le plan signifiant et sur le plan syntaxique, donc logique. Donc, voilà, c'est un point sur lequel je suis revenue. Il y a un autre point, au-delà de ce renversement décisif du point de vue freudien, qui est que l'apport lacanien ouvrait une voie très vaste lorsqu'il s'apercevait de la fonction dernière de ce chiffre, de ce chiffrage du rêve, lorsqu'il s'apercevait beaucoup plus tard qu'Irma, bien sûr.
mais venant compléter le travail sur Irma, eh bien, que ce chiffrage du rêve formait à lui seul un matériau de suppléance sans cesse renouvelé pour se substituer à quelque chose que l'inconscient ne comporte pas, pour tenir lieu donc dans l'inconscient, puis dans le langage en son ensemble, de quelque chose qu'il n'y a pas, à savoir le rapport sexuel, un rapport qui soit sexuel et qui s'inscrive dans le langage entre hommes et femmes. Puisque bien entendu, il y a bien un rapport qui s'inscrit dans le langage entre hommes et femmes, mais il n'est pas sexuel. Ce sont les lois sexuelles qui sont faites d'autre chose que d'un rapport sexuel. Donc ce chiffrage de l'inconscient, Lacan découvrait ainsi que, comme suppléance au rapport sexuel, eh bien, il alimente, voire il fabrique les lois sexuelles. Les lois sexuelles, ce qu'il appelait les fictions simplettes, qui sont en train de revenir au premier plan à l'heure actuelle. Ces lois sexuelles qui sont, on le sait, établies selon un rapport, selon l'avoir et l'être phallique. Hein, ce sont des lois phalliques. Selon l'avoir et l'être phallique, c'est-à-dire un rapport de celui qui a à celle qui est. J'ai souligné ailleurs que, hors du discours, néanmoins, dans le dire et dans l'acte, ce rapport peut s'inverser, se renverser, en formant un nœud entre les deux, et que lorsqu'on veut considérer l'état, si on peut dire, du rapport sexuel, l'état conceptuel en tout cas du rapport sexuel, eh bien, il faut considérer les deux versants, ce qui a lieu dans le discours sous la forme de la loi sexuelle, et ce qui a lieu ou qui peut avoir lieu, puisque ça n'a lieu que par choix et que un par un, hors du discours, en dire et en acte, où il peut être fondamentalement inverse. Alors, pour terminer, il m'a paru intéressant, et là, c'est là que je reprends le point que Alain soulignait dans ce que Darian nous a apporté, de cette distance entre le récit et l'expérience du rêve. Et donc, c'est à cet égard que j'avais repris il y a quelques années l'interprétation du rêve d'Alexandre Attire en y proposant un supplément d'interprétation. Vous savez qu'avec ce rêve qui ouvre l'interprétation des rêves, Freud découvrait avec joie et combien les Grecs, même s'ils en attribuaient les messages aux dieux, connaissaient les jeux de mots du rêve, les jeux de mots que le rêve fabriquait et que lui était en train de redécouvrir puisque l'Occident, évidemment, les avait oubliés. Le satyros du rêve, donc le rêve d'Alexandre, c'est Alexandre qui, devant la ville de Tyr, qui l'assiège, et devant laquelle il est en train d'échouer parce que les habitants de Tyr se défendent sauvagement, efficacement. Il est en train d'échouer, il n'y parvient pas. Il essaye depuis des mois, ce qui est long, et il est donc d'une certaine façon découragé. Voilà le rêve qu'il fait le soir. Il rêve qu'un satyre danse. Alors il y a plusieurs versions, on en donne plusieurs, mais plus tard qu'en donne une autre version, mais peu importe. Il voit un satyre danser sur son bouclier au moment où, donc découragé, il commence à craindre de devoir renoncer à la conquête de Tyr assiégé qui résiste. Donc on sait que ce satyros, le mot grec satyros, lui est interprété par son interprète personnel des rêves, dans les termes Tyr est à toi, puisque ça et Tyros veut dire Tyr à toi, et que cette interprétation obtient une grande efficacité, puisqu'elle prend le statut d'une prédiction divine qui lui prédit donc qu'il va obtenir la conquête de Tyr. Évidemment, on peut supposer qu'encourager le rêveur, donc, en effet, est ainsi venu à bout de la résistance de Tyr, de la ville de Tyr. L'étape freudienne, on le sait, montre dans ce rêve le mode de déformation du désir qui le rend incompréhensible sous la forme là d'un rébut,
de l'écrit dans le rêve. Ce rébut donne le texte, en effet, du désir du rêveur, qui non plus n'est nullement un désir inconscient, il n'a donc nul besoin de le maintenir refoulé, c'est pas du tout la question, là non plus. Chacun sait, et lui-même d'abord, qu'Alexandre veut que Tyr soit à lui. Il s'agit donc d'autre chose que de masquer le désir, pour qu'il s'exprime ainsi dans le rêve de façon déformée. Alors, il est proposé d'ajouter donc à cette interprétation, qui s'en tient, elle, à la lettre du rêve, le rébut, ce qui est déjà beaucoup, bien entendu, puisque ça nous a ouvert l'interprétation moderne des rêves sous la plume de Freud. Mais elle ne traite pas de la scène elle-même du rêve, vous l'avez vu. Quand on dit satyros, immédiatement, on ne s'occupe plus de la scène du satyre dansant sur le bouclier. Or, la scène du satyre dansant sur le bouclier, j'ai fait remarquer que, puisque c'est le bouclier du conquérant donné par Athéna, avant le départ de la grande conquête d'Alexandre, et que le satyre, qui appartient bien sûr à la suite de Dionysos, qui est le dieu que sa mère révère et qui, on le sait, a conquis l'Inde avant lui, certes, comme un dieu, mais il l'a conquis. Donc, et Alexandre est sur ses pas, marche sur ses pas. Eh bien, si un satyre de cette suite danse sur son bouclier, on voit combien, en quelque sorte, il manifeste quelque chose du succube ou de l'incube du Moyen Âge qui venait danser sur la poitrine du rêveur pour abuser de lui, comme on dit maintenant, ou bien se moquer de lui. Le satyre dansant sur le bouclier du conquérant le soir de la presque défaite du conquérant, c'est évidemment quelque chose qui est en soi une scène pleine de sens, avant même tout déchiffrement du rébut, vous le voyez. Et elle revêt un sens donc parfaitement angoissant pour le rêveur. C'est une scène satirique, c'est le cas de le dire. Le satyre appartient donc à cette suite de Dionysos qui peut se moquer du conquérant qui échoue à suivre son modèle divin. Et il manifeste donc ce que nous pouvons appeler cette sorte de jouissance de l'autre qui se joue du rêveur en donnant des cauchemars. Outre la ville de Tyr qui elle-même résiste, le satyre se moque de l'échec. Donc avant tout déchiffrage, le rêve est lisible dans sa scène imaginaire angoissante, scène de fantasme en quelque sorte. Et comme dans Irma, l'angoisse de la scène imaginaire vient ensuite à être surmontée par le travail langagier de l'inconscient, un travail signifiant, le travail littéral de l'inconscient qui prend le pas sur cette scène de fantasme de la jouissance de l'autre et qui le sort du cauchemar, pour en faire là aussi un triomphe de la jouissance phallique face à une jouissance de l'autre parfaitement menaçante. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la lettre Satyros, Tyr est à toi, est déjà à l'œuvre comme écriture dans le personnage du rêve, dans sa figuration, ça va de soi, ça s'appelle déjà un satyre. Et ça se lit déjà, Tyr est à toi. Mais le rêveur ne peut pas encore l'énoncer puisqu'il est en proie à cette angoisse que représente cette jouissance de l'autre. Il ne peut pas l'énoncer, mais c'est déjà à l'œuvre dans le rêve, avant que ça fasse effet pour prendre le pas sur la scène imaginaire. Voilà, ce rêve de l'aube des temps, donc de notre civilisation et de l'aube de la psychanalyse, porte bel et bien en lui les deux étapes possibles d'interprétation du rêve. Elle complète la découverte de Freud en éclairant le traitement que ce rêve opère depuis la menace de l'autre, dont le rêveur pourrait être la proie. Elle montre que le rêve bascule, selon le chiffre d'une victoire phallique du rêveur, face à cette approche d'une jouissance de l'autre qui le menace euh, 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 en s'asseyant en somme sur la poitrine, sur sa poitrine, c'est-à-dire sur son bouclier. Elle développe une grammaire qui protège le rêveur contre la menace que comporte le désir de cet autre qui porte sa castration. Voilà, je m'arrête là. Très bien, merci. Merci beaucoup, Gisèle. C'est toujours très stimulant. On va peut-être discuter un petit peu maintenant. Oui. Voilà, je sais, c'était très, très intéressant et toujours comme le livre sur l'équation des rêves, c'était un livre en plus que j'ai publié, donc je l'ai particulièrement apprécié.
c'est vrai ce que tu dis, et c'est tout à fait important. Je sais, j'hésite un peu, mais bon, c'est une discussion qu'on a déjà eue sur sur l'opposition concernant la fonction du chiffrage du rêve entre Freud et Lacan. Parce qu'il y a quand même euh, il y a quand même dans la thèse de Freud, tout à l'heure l'a rappelé au fond d'Ariane, l'idée que quand même le désir masqué dans le rêve s'accomplit hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire que et c'est vrai que c'était très J'ai intéressant. déjà répondu à ça, Oui, 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 en disant que justement cette phrase-là reste vraie malgré le remaniement. J'ai bien insisté là-dessus parce que c'est oui, sûrement un des points où de toute façon elle reste vraie sous cette forme-là. oui, C'est ce que j'ai dit. donc voilà, donc l'effectuation Donc du c'est pas une opposition. non, non, donc l'effectuation du sens, oui, oui, tout à fait. Et je trouve que ton analyse du rêve de l'injection faite à Irma, l'injonction, c'est un beau lapsus, de l'injection faite à Irma est très juste. C'est vrai que l'appel aux petits autres, etc., face à cette gorge d'un seul coup extraordinairement anxieuse, et puis au fond, l'aboutissement sur la formule de la tréméthalémine, on ne peut pas mieux dire sur la question de la lettre dont on parlait tout à l'heure, hein, on peut revenir. Est-ce que Dariane, tu veux... Oui, non, mais j'ai trouvé ça super intéressant, la belle analyse qu'a fait Oui, Gisèle des rêves de Irma et d'Alexandre. Euh, je pense que, oui, le, la question de chiffrage, ça, pour moi, ça pose encore des problèmes conceptuels. Et aussi la distinction entre désir et jouissance. Je trouve ça pas toujours si simple, hein. Mais j'aime bien la façon dont Gisèle a déplacé l'accent sur le rêve comme rébus, qui est quelque chose qui est plutôt rare dans la construction de rêve. L'usage de la forme du rébus, c'est quelque chose qu'on trouve parfois, mais pas dans tous les rêves du tout. Et j'aime bien sa façon de déplacer l'accent de ce rébus, disons, bien évident, avec un contenu pas du tout inconscient, avec ce qui peut être enfin, le vrai désir en jeu dans le rêve. Ah, et ce qui est intéressant là, c'est que ce qui est le plus caché, c'est qui est le moins caché. Tout à fait, tout à fait. Et ça, ça, c'est propre à la scène du rêve, ça. Ce qui est le plus caché et le moins caché. Aussi, une remarque, enfin, disons, sociologique par rapport à la formule de Lacan vous nous a rappelé que la culpabilité s'est produite par le fait qu'on cède sur son désir. Mais ce qu'on trouve très souvent dans enfin, les présentations de cas cliniques, les gens ont tendance trop vite à penser que tout ce que l'analysant ne cède pas sur égale un désir. Tout ce que... Ce sur quoi l'analysant ne cède pas, ça doit être un désir. Ah ouais, c'est une façon de renverser encore la Oui, question. oui, mais qui produit des erreurs cliniques. Absolument. Ouais. C'est tout à fait faux. Absolument. C'est tout à fait faux. Très bien. Ben, je suis contente que... et Est-ce qu'il y a parfois, d'autres... il y a Oui, il y a une lecture un peu plate de la notion de désir, hein. oui, oui. Ben, c'est même plus du désir, c'est Oh, une voilà, sorte d'affirmation du moi. voilà, voilà, exactement, exactement. Bien Et sûr. c'est bien le Ouais. problème auquel on est Mais confronté, bien sûr. le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Je Tout trouvais à fait. tout à fait important ce que tu as dit, enfin, parce que quand même, ça c'est vraiment notre question du moment, sur le fait que la psychanalyse a à faire savoir quelque chose au monde qu'il ne sait pas. Le problème aujourd'hui, c'est que ce savoir-là se loge dans une fantaisie neuroscientifique, neurobiologique. Je dis ça parce que j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps qui m'a expliqué que il comprenait bien que le problème, c'est qu'il avait compris que le problème qui était lié à son symptôme était un problème de connexion entre l'amygdale et le cortex. Euh, voilà. C'est-à-dire que
ça a pris d'autres formes de dire, hein, voilà, qui est une Ah oui, question. bien sûr. Mais Bien ça ne sûr, veut pas dire pour autant que la question de la neurobiologie ne se pose pas, parce que bien euh, sûr. d'une façon tout à fait intéressante, je vois ce que disait Dariane, en particulier sur le fait des modalités d'inscription cérébrale des messages, des savoirs, des constructions, etc., etc., Mhm. que Freud avait déjà repéré indirectement à travers la question du souvenir écran, par exemple. Oui, Et la neurobiologie vérifie. Hein. on peut dire que l'amygdale, c'est le nom contemporain du phallus. Oui, voilà, voilà. Oui, tout à fait. C'est devenu une clé absolument. Oui, la clé pour tout expliquer. Mhm, mhm, mhm. Là, la personne dont je parle n'est pas du tout un scientifique, hein, donc je veux dire, c'est un truc qui est trouvé dans le journal, mais voilà, c'est. Ah oui, mais c'est exactement de la façon dont on se sert en tout cas en français, du mot amygdale. Avoir les amygdales, c'est avoir les boules. Donc, Oui, oui, donc c'est vraiment cet usage-là qui se transpose dans la neurologie là. bien sûr, c'est de ça dont il s'agissait, mais Ouais. c'est quand même vrai que là, voilà, comment se faire entendre. Enfin bon, bref. Eh bien, il est presque 11 heures. On va peut-être s'arrêter. S'arrêter, à À moins moins qu'il que y ait tu aies une question. un Oui, commentaire ou une question oui. parmi nos collègues. Bon. Dans ce cas, on se retrouve fin mars avec François Ansermet, avec vous tous, avec plaisir. Ça sera, la date exacte, bien sûr, sera annoncée et comme d'habitude, le lien sera envoyé quelques jours avant par mail. Ok. À bientôt. Merci. Au Merci. Ciao, ciao, Paola. Ciao, Daria. À au bientôt. revoir. OK, bye everyone. Bonsoir. See you Bonsoir, soon. Take Dariane. care. Merci Bonsoir, beaucoup pour ce Paola. soir. Take care, everyone. Bye, À Paula. bientôt. Bye, Giselle. Bye, Alain. À Au revoir. bientôt. See you soon. Au revoir.